Dans son livre recensant les spectaculaires progrès réalisés par l'humanité au cours des derniers siècles, et surtout des dernières décennies, en termes de niveau de vie, de santé, de bien-être, etc., Steven Pinker, loin de l'optimisme béat dont il a été si systématiquement accusé, avertissait le lecteur que le progrès n'est pas une donnée garantie de l'existence humaine. Malheureusement, certaines solutions à des problèmes humains peuvent causer d'autres problèmes, nouveaux. Un exemple frappant est celui du changement climatique, dont la cause principale, et de loin, est l'usage humain des énergies fossiles, qui a contribué, et continue à contribuer par ailleurs, à sortir des centaines de millions de personnes de la pauvreté. Mon invité pour cet épisode, Rodolphe Maya, discute de l'ampleur du problème climatique, de ce qui pousse certaines personnes à le minimiser, voire à le nier, et de ce que le futur pourrait nous réserver. Eh bien, bonsoir à tous, je reçois aujourd'hui Rodolphe Maya. Rodolphe, bienvenue sur Liberté Académique. Bonjour, merci de me recevoir. Avec plaisir. Alors, tu es vulgarisateur scientifique et vidéaste. Tu as reçu ton doctorat en 2017 qui était délivré par l'université de Cergy-Pontoise. Et le titre de ta thèse, c'était Development of Time-Dependent Characterization Factors for Life Cycle Impact Assessment of Road Traffic Noise on Human Health. Donc, tu animes une chaîne YouTube qui s'appelle Le Réveilleur et où tu transmets à ton audience des connaissances sur des sujets comme l'environnement, le climat, l'énergie, les ressources naturelles. Et donc aujourd'hui, c'est la 50e interview de notre podcast, donc j'ai souhaité marquer le coup, si on veut, en parlant d'un sujet qui me paraît particulièrement important, qui est celui du climat et de l'environnement plus généralement. Alors, dans une interview précédente, j'ai reçu le psychologue et linguiste célèbre Steven Pinker, qui décrit le réchauffement climatique comme le problème actuel le plus pressant de l'humanité. Est-ce que tu es d'accord avec cette caractérisation ? Alors, je pense qu'effectivement, c'est un très gros problème qui se pose à l'humanité, et je pense que c'est un problème qui est assez pressant. Après, par rapport à d'autres problèmes environnementaux, c'est aussi un problème qui est global. Ça nous concerne tous, les impacts du changement climatique et aussi les causes, parce que on émet tous du CO2. Après, c'est sans doute pas le seul, et par exemple, on pourrait parler de la raréfaction des ressources fossiles, qui pose aussi, à mon avis, des gros soucis pour la pérennité de nos sociétés comme on les pense actuellement. Mais effectivement, c'est souvent ces deux problèmes qu'on met en avant, parce que c'est à la fois des problèmes énormes qui impliquent beaucoup de choses pour nos sociétés, qui ont des temporalités relativement courtes et qui sont des problèmes globaux, alors que d'autres problèmes environnementaux s'apprécient beaucoup plus localement. Ok. Alors, comme nous savons, et toi surtout, dès qu'il est question de changement climatique, il y a pas mal de gens qui se braquent. Il y a des tentatives de récuser ce qu'on peut appeler un consensus scientifique sur le climat. Alors, il me semble, enfin on peut faire une petite typologie, il me semble que la négation du réchauffement lui-même est devenue rare aujourd'hui, si j'ai bien compris. Par contre, il y a encore quelque chose de très courant qui est une négation du rôle des humains dans ce processus de réchauffement. Oui, alors il y a encore des gens qui remettent en cause. Alors c'est vrai que c'est beaucoup moins répandu, mais on voit souvent cet argument. Moi, je le vois encore, et je suis très étonné de voir cet argument de dire il y a plus de réchauffement depuis 1998, par exemple. Ouais. Parce qu'en fait, la température globale, elle augmente pas, elle augmente pas de façon continue. Il y a des fluctuations dont on pourrait expliquer l'origine. D'ailleurs, on comprend bien pourquoi la courbe de température a cette forme. Mais vu que ça fait des espèces de paliers, il y a des gens qui s'attachent à chaque fois qu'on atteint un palier à dire voilà, ça chauffe plus, donc c'est bien la preuve que c'est pas un problème. Par contre, ce qui est étonnant avec cet argument, c'est que depuis quelques années maintenant, on est sorti de ce palier et il fait bien plus chaud aujourd'hui qu'en 98. Donc je pense que d'ici 5-6 ans, il y aura des gens pour dire ça chauffe plus depuis 2016, si on arrive à nouveau à avoir
cette façon dont la courbe augmente. Mais effectivement, il y a peu de gens maintenant qui remettent en cause le changement climatique. Donc maintenant, il y a plutôt des gens qui essayent de jeter le doute sur l'origine humaine. Et puis il y a un autre palier qu'on va voir de plus en plus, c'est une fois qu'on a vu qu'il y a un réchauffement, une fois qu'on a vu que c'est l'homme, pour agir, il faut montrer que les effets sont négatifs. Et donc il y a des gens qui de plus en plus argumentent sur le fait que ok, il y a un réchauffement climatique, peut-être que c'est nous, mais on va considérer que les effets sont positifs. Donc c'est un autre niveau de négation du consensus. Le consensus il est triple, c'est il y a un réchauffement, c'est l'homme, et c'est suffisamment grave pour qu'on s'en préoccupe et qu'on y fasse quelque chose. D'accord. Ok, on va essayer d'y revenir alors au dernier point, parce que c'est intéressant. J'avais pas prévu d'en parler. On peut en parler, hein. Je peux même expliquer quelques-uns des arguments qu'ils utilisent, parce que c'est pas... Mais... Ben, avec plaisir, ouais. Tu veux que je le fasse maintenant? Ben écoute, pourquoi pas. Hein. En fait, il y a les arguments. En plus, souvent, pour ce troisième point, ce qu'ils font, c'est qu'ils utilisent des arguments qui sont justes. Alors, je sais pas, on va en prendre un simple, par exemple, avec le réchauffement climatique, il va y avoir moins de personnes qui vont mourir de froid. C'est vrai, hein, je pense que c'est même quelque chose qu'on observe déjà. Hein, vu qu'il fait plus chaud, il y a moins de grand froid, donc effectivement, vu que le froid implique une surmortalité, ça fait moins de gens qui meurent de froid. Donc ils utilisent un argument qui est vrai pour montrer que voilà, il va y avoir des bénéfices. Et pareil, on pourrait dire que certaines régions du monde vont devenir plus propres à l'agriculture, tandis que d'autres deviennent moins propres. Et c'est là l'enjeu, en fait, c'est de réussir à faire un bilan entre ce qu'on gagne d'un côté, parce qu'il y aura des conséquences bénéfiques, et puis ce qu'on perd de l'autre. Et quand les scientifiques font ce bilan, et globalement, on voit qu'on est plutôt beaucoup perdant. Un argument qui revient pas mal aussi, c'est assez intéressant, c'est celui du verdissement de la planète. Je sais pas si tu as déjà entendu ça. Oui, beaucoup. En fait, c'est un phénomène qu'on connaît depuis longtemps, contrairement à ce qu'essayent de faire croire certains climato-sceptiques, parce que quand on regarde les bilans du CO2 qu'on fait depuis longtemps, qu'on essaye de voir où va le carbone, on sait qu'une partie de nos émissions est directement dissoute par les océans, dans les océans, et une partie est absorbée par la végétation. Même si la végétation n'augmente pas de couvert, en fait, elle est en équilibre dynamique avec l'atmosphère, donc s'il y a plus de CO2 dans l'atmosphère, elle va en absorber davantage. Et donc il y a une partie de ce carbone qui est capté par la végétation. En gros, quand on émet une tonne de CO2, il y en a la moitié qui va se retrouver dans les océans et les végétations, et juste une moitié qui va rester dans l'atmosphère. Donc c'est ce qu'on appelle des puits de carbone. Et du coup, vu que la végétation pompe davantage de CO2, il y a un phénomène de verdissement qui est même visible depuis l'espace. Si on regarde la Terre dans les longueurs d'onde du verre, on voit qu'elle est plus verte qu'avant. Alors, mais c'est pas parce qu'il y a davantage de végétation, c'est parce qu'elle synthétise davantage de chlorophylle. Alors oui, c'est pas forcément davantage de surface. Enfin, c'est plus de surface de feuilles, mais ça peut être plus densément réparti. Mais il y a aussi un gros effet là-dedans. Il y a des équipes de chercheurs. Il y avait un bon papier dans Nature, je crois, assez récent, il y a 1 ou 2 ans, où ils avaient montré que ce verdissement de la Terre, en fait, il se concentrait beaucoup dans les régions où on développe l'agriculture, tout simplement parce que un champ qu'on arrose et dans lequel on met de l'engrais, etc., est plus vert qu'une prairie qui serait desséchée en été, et c'est plus vert aussi qu'une forêt qui n'est pas aussi couverte. Donc en fait, c'est aussi lié à l'agriculture. Et donc ce verdissement est souvent mis en avant pour montrer que c'est bénéfique pour les végétaux, donc que c'est bénéfique pour l'environnement, etc., qui est un argument un peu abusif parce qu'en plus on voit que dans beaucoup de forêts du monde ce verdissement a des limites, et puis en plus le carbone c'est pas la seule chose dont a besoin une plante, donc elle a aussi besoin d'eau, de nutriments, etc. Et ça c'est aussi des choses dont on affecte les cycles, et notamment le cycle de l'eau avec le changement climatique. Donc c'est pas parce qu'on voit cet effet là que le changement climatique est nécessairement positif pour l'environnement. Donc souvent cette argumentation pour dire que le changement climatique en fait, ils disent que le changement climatique a des bienfaits, ce qui est souvent vrai, et de ça, ils disent que c'est positif, alors que non, il faudrait pouvoir faire le bilan, ce qu'ils ne font rarement. Donc on regarde les gens qui ne meurent plus de froid, mais on regarde pas ceux qui vont plus mourir de chaud, par exemple. Ok. Alors, on va aussi parler évidemment du palier qui vient avant, c'est-à-dire ceux qui disent qu'effectivement il y a un réchauffement, mais que ça n'est pas causé par les activités humaines. On va y revenir. Avant de se pencher là-dessus plus en détail, à propos de ce consensus scientifique, est-ce qu'il reste des spécialistes, des chercheurs en activité, qui sont vraiment spécialistes de ces domaines-là, des climatologues en particulier, qui sont en désaccord avec la thèse du réchauffement climatique anthropique?
Je connais pas tous les climato-sceptiques, donc je pourrais difficilement affirmer quelque chose, mais moi, les climato-sceptiques sur lesquels je me suis renseigné, que j'ai lu un peu, que ce soit en anglais, quand ils arrivent à publier, ou en français, ceux qui parlent dans les médias, c'est des gens qui sont pas nécessairement spécialistes du climat. Après, même s'il y a quelques spécialistes du climat chez les climato-sceptiques, ça change pas grand-chose. Le consensus, c'est la position majoritaire qui ressort de la littérature. En l'occurrence, c'est aussi la position majoritaire qui ressort des gens qui étudient ce sujet. Et puis quand on s'y intéresse, on peut vite trouver. En fait, c'est pas un consensus, c'est pas des gens qui se sont mis d'accord entre eux. Ça découle des éléments scientifiques. Donc, quand on s'y intéresse, on peut avoir accès à ces éléments scientifiques et se faire son opinion. Et voilà. Après, ce qui est sûr, c'est que les personnes qui défendent une origine anthropique, donc une origine humaine au changement climatique, sont aujourd'hui largement majoritaires dans les spécialistes de ces domaines-là. Et la littérature également. Ce qui sort aujourd'hui, c'est toujours dans ce sens-là, ou pratiquement. Et quand on regarde des méta-analyses, comme essaye de faire le GIEC, donc de résumer les éléments scientifiques, et la position est clairement tranchée avec les éléments à notre disposition. En fait, on peut affirmer que c'est d'origine humaine avec une extrêmement grande probabilité. Est-ce que tu penses que climato-sceptique, c'est un bon mot? Je me dis que peut-être des gens qui sont un peu dans la sphère vulgarisation, mais plutôt du côté zététique, esprit critique, ça doit peut-être leur déplaire. Et tu vois, parce qu'à cause de l'utilisation du mot sceptique... Ah oui, non, mais je pense que climato-sceptique, des fois, dans les commentaires, on me dit « ouais, tu leur mets une étiquette », mais climato-sceptique, c'est un terme extrêmement élogieux, parce que le scepticisme, c'est l'essence de la science. Et moi, les climato-sceptiques auxquels je suis confronté, il y en a très peu qui sont sceptiques. S'ils étaient sceptiques, ils seraient capables de remettre en cause ce qu'ils pensent et de juger avec les éléments scientifiques, et c'est rarement ce qu'ils font. Moi, beaucoup de climato-sceptiques avec lesquels j'ai interagi, ou dont j'ai décortiqué le discours, c'est des gens qui ont une position a priori sur la question qui ne changera pas et qui essaient de la justifier après coup. Donc dans ce cas-là, ils sont plus dans une position de déni, et c'est pour ça qu'on entend parfois les termes climato-négationnistes, qui est peut-être un peu connoté en français, donc on pourrait dire climato-dénialiste en faisant un anglicisme. Après, ça dépend quelle charge on va attacher à ce mot, mais en tout cas, c'est assez ironique, mais j'ai l'impression que très peu de climato-sceptiques sont sceptiques en fait. Au sens scientifique du terme, et donc, tu viens de dire que tu interagis avec eux. C'est dans quel cadre, dans quelles circonstances ça se passe? Non, mais ça c'est juste. C'est dans la vraie vie. Alors, j'en ai eu un peu en vrai dans mes cercles de connaissances ou dans ma famille, etc. C'est toujours intéressant d'essayer de comprendre pourquoi ces gens-là pensent qu'ils pensent. Enfin, en général, pourquoi les gens pensent qu'ils pensent. Je trouve ça assez intéressant. Et c'est surtout via ma chaîne, en fait, je reçois beaucoup de mails, de messages, et même dans les commentaires. Je passe pas mal de temps à répondre aux commentaires. Donc j'essaye de discuter avec eux et de comprendre pourquoi ils ont ces opinions-là. Et quand ils amènent des éléments scientifiques, de répondre avec des éléments scientifiques, même si c'est rarement quelque chose qui fonctionne. Et voilà, donc non, c'est par curiosité, et ça me prend pas mal de temps parce que j'aime bien essayer de comprendre pourquoi ils pensent comme ça. Parce que quand j'ai fait ma chaîne, en fait, c'était un peu naïf, mais je me suis dit, moi, en fait, je me suis rendu compte qu'on avait des problèmes environnementaux en étudiant vraiment scientifiquement ces sujets dans mes études, quoi. C'est pas du tout via le milieu militant ou politique que je suis arrivé à l'environnement. Et du coup, je me suis dit, si j'ai été convaincu par les faits, et en fait, il suffit que je montre ces faits pour que d'autres personnes soient convaincues. Parce que j'ai toujours eu une formation scientifique et rationnelle, et pour moi, c'était assez logique. Et en fait, les climato-sceptiques, notamment, souvent, c'est une opinion politique qui fait qu'ils ne veulent pas croire à l'origine anthropique du changement climatique. Et à partir de là, amener les faits ne change rien, en fait. Il faudrait limite plus s'adresser à l'idéologie. Donc faire des vidéos de politique et d'économie, ça aurait plus d'impact sur eux que de montrer des faits sur le climat. Et quelles sont leurs idéologies en général? Alors ça, il y a pas mal de trucs différents, c'est assez marrant. Alors j'ai pas mal de personnes âgées dans les commentaires. Ça se voit en plus parce que souvent sur YouTube ils ont leur nom, prénom, donc tu peux googler et voir qui c'est. Et ça, il y a des gens qui sont juste dans une posture
voilà, l'état de notre société, notre qualité de vie, etc., s'est considérablement amélioré en 2 générations ou 3 générations, on peut pas le nier, hein, c'est une réalité. Et du coup, ils croient en ce progrès, c'est limite une foi, et ils veulent pas croire qu'il y ait eu des impacts négatifs ou qu'il y ait des dangers sur l'avenir. Et puis il y a aussi une forme, je pense, de refus d'une certaine culpabilité qu'on voudrait leur faire porter, quelque chose comme ça. Après, pour les idéologies plus politiques, je pense qu'il y a des gens qui sont très libérales économiquement, donc qui ne supportent pas l'intervention de l'État, les régulations, les quotas, etc. Et comme les problèmes environnementaux souvent impliquent ce type d'intervention, eh bien, ils préfèrent nier ces problèmes que d'admettre une conception un peu moins libérale de l'économie. Et à l'autre bout du spectre, histoire d'avoir les deux, j'ai aussi des gens qui veulent voir le monde se développer, qui veulent que les pays développés aient notre niveau de vie, etc. et qui imaginent en fait que c'est un espèce de complot mondial pour empêcher les pays pauvres de se développer parce qu'on leur refuserait l'utilisation de ressources fossiles dont nous on a abusé. Et donc du coup il y a des idéologies très différentes qui arrivent quand même à se mettre d'accord sur le fait que le changement climatique n'est pas d'origine humaine. Et puis après bon il y a évidemment aussi ça c'est plus difficile à adresser. Il y a des gens qui sont dans des postures je sais pas comment dire, de théorie du complot. Donc en fait, soit tu es d'accord avec eux, soit tu fais partie du complot. Et en fait, c'est des gens qui ont perdu toute confiance dans les scientifiques, dans les médias. Et là, leur présenter, je sais pas, une étude de la NASA, ils vont dire oui, mais la NASA fait partie du complot. Et voilà, en fait, soit c'est quelque chose qui va dans leur sens, soit c'est quelque chose de complètement faux. Donc ces personnes-là, c'est impossible de les faire changer d'avis, c'est vraiment impossible. Et puis en plus, des fois, elles peuvent avoir perdu confiance dans les politiques, dans les médias ou dans les scientifiques pour de bonnes raisons. Hein. Il y a eu des abus dans certains domaines, il y a eu des affaires, etc. C'est juste que... Et du coup, ça c'est peut-être les personnes avec qui c'est même le plus difficile de dialoguer parce que j'imagine même pas une façon de les faire changer d'avis. À la limite, quand c'est l'idéologie, il suffirait de répondre sur la même idéologie ou de trouver des arguments dans l'idéologie plutôt que dans les faits scientifiques. Mais là, pour des gens qui sont dans une posture de théorie du complot, c'est très très dur. Et toujours une question intéressante à poser à son interlocuteur. Qu'est-ce qui pourrait te faire changer d'avis? Ouais, j'essaye maintenant j'identifie plus rapidement les personnes avec qui discuter ne sert pas à grand chose. Et je leur dis voilà, qu'est-ce qui vous ferait changer d'avis? Et en général, j'ai pas de réponse. D'accord. Et est-ce que parfois ta candeur a été entre guillemets récompensée ou réconfortée, ta candeur initiale, c'est-à-dire que tu tombais sur des gens qui effectivement étaient peut-être plutôt entre guillemets sceptiques, pour utiliser encore ce terme-là de manière pas très heureuse, mais entre guillemets sceptiques sur cette question-là, sur la réalité du réchauffement climatique et son origine anthropique, et que tu as réussi à convaincre de manière assez directe, on va dire, en leur présentant les données. Ah oui. Ah non, mais je pense qu'il y en a quand même beaucoup. C'est vrai pour le climat, c'est vrai aussi sur des sujets d'énergie que je traite. Je reçois des commentaires de personnes, même des mails parfois, de personnes, alors souvent quelques jours après, parce que je sais pas si on peut changer instantanément, mais de personnes qui disent que ça leur a fait beaucoup changer leur opinion. Un cas particulier, je pense, c'est j'ai décortiqué un peu une vidéo de Vincent Courtillot, qui est un climato-sceptique français, qui est un grand chercheur français dans son domaine d'expertise. Il a fait d'excellents travaux. C'est quoi son domaine d'expertise? C'est un géologue à la base. D'accord. Mais si tu regardes par exemple, la page Wikipédia sur les extinctions de masse, il est cité dans le texte en fait. Il avait fait des travaux sur du volcanisme, je crois, qui avait mené à des extinctions de masse. Donc et il a une médaille du CNRS. Enfin, il a beaucoup de récompenses, etc. Et voilà, il a fait des conférences climato-sceptiques qui avaient beaucoup tourné sur Internet. Et en fait, c'est par rapport à d'autres climato-sceptiques que j'ai vus après, c'est quelqu'un qui a vraiment un discours soigné et auquel il donne l'apparence de quelque chose de très construit scientifiquement. D'ailleurs, il utilise des arguments qui sont trop bien construits pour que
ce soit pas fait exprès, je trouve, mais ça c'est un jugement. Et du coup, pour Vincent Courtillot, j'avais eu pas mal de gens qui m'avaient écrit des mails ou des messages, etc., en me disant ah bah ça m'a beaucoup fait changer d'avis, parce que souvent c'était des scientifiques qui ne connaissaient pas grand-chose à l'environnement et qui ont vu Vincent Courtillot, qui est un scientifique et qui parlait très bien de cette question, et qui se sont laissés convaincre. Et en fait, un scientifique, c'est quelqu'un de sceptique en soi, donc il suffit d'apporter la contre-argumentation pour qu'il puisse changer d'avis. Et ça, effectivement, je l'ai vu, et j'ai eu des commentaires, des mails et tout dans ce sens-là. Mmh. Donc, mais je pense que c'est surtout des gens qui sont dans une démarche sceptique qui regardent ma chaîne, donc il y a aussi un peu un biais de ce côté-là. Ouais. Tu penses que... Attends, t'en as un tout petit peu parlé avec Lay dans votre longue discussion, mais tu penses que c'est une croyance, enfin la croyance selon laquelle le changement climatique n'est pas dû aux activités humaines? Je pense que c'est une croyance qui est répandue plutôt chez, on va dire, les universitaires, plutôt dans le reste de la population. C'est une bonne question. J'ai parlé de ça avec Lé, je me souviens plus. Un tout petit peu, c'est-à-dire que tu as donné quelques exemples de gens autour de toi qui étaient, quand tu étais en thèse, donc c'était des gens qui étaient dans... Ah oui, j'en avais où je travaillais un peu des climato-sceptiques. Donc non, les milieux scientifiques ne sont pas épargnés, hein. C'est certain. Après, je saurais pas dire si c'est plus représentatif que la population. Il y avait une étude comme ça aux États-Unis qui était assez intéressante, parce qu'en fait, il montrait que chez les démocrates, plus un démocrate avait un niveau d'études élevé, plus il croyait à l'origine anthropique du changement climatique. Et chez les républicains, plus il avait un niveau d'études élevé, moins il croyait à l'origine anthropique du changement climatique. Donc il y avait une polarisation. Et du coup, il n'y avait pas l'effet auquel on se serait peut-être attendu, à savoir que avec le niveau d'études, on se rapproche du consensus scientifique. C'est pas forcément le cas. Donc non, c'est sûr, hein, j'en connais des scientifiques, et je connais des non-scientifiques aussi qui sont climato-sceptiques, et je ne saurais pas dire si c'est une croyance plus ou moins répandue suivant le niveau d'études. Mais l'ADEME fait des sondages régulièrement, donc c'est peut-être une donnée qui est disponible quelque part. Mais... Je crois qu'aux États-Unis, elle existe maintenant que tu parles des États-Unis. Pour avoir vu passer un truc récemment qui disait que chez les universitaires, mais je sais plus si c'est tous les universitaires ou les gens dans les sciences naturelles, mais chez les spécialistes, il y en a quand même moins. Chez les spécialistes, on se rapproche du consensus, donc là, il y en a très peu, même s'il peut y en avoir. Oui, les universitaires au sens plus large, ou les scientifiques au sens plus large. Mais c'est assez étonnant d'ailleurs. Ils sont quand même moins nombreux chez les... Il y a quand même moins de climato-sceptiques de mémoire. Mais, j'espère, parce que je sais pas, moi qui ai fait de la recherche et qui fait un doctorat, tu te rends compte de la complexité de ces domaines, et je trouve que tu as tendance après à faire confiance à tes pairs, quoi. C'est ce que j'espérerais a priori. Moi je vais pas aller voir quelqu'un qui fait de l'épidémie pour lui expliquer qu'il a tort. Je suppose qu'il en sait beaucoup plus que moi, et je pense qu'en tant que chercheur, quand tu te frottes à la complexité de ton domaine d'études, tu aurais plutôt tendance après à faire confiance à tes pairs sur leur domaine d'études. Ouais. À moins d'avoir vraiment une bonne raison concrète. À moins d'avoir des éléments scientifiques, mais avec des éléments scientifiques, tu dois pouvoir faire évoluer l'opinion de tes pairs, s'ils sont réellement sceptiques. S'ils le sont. Mais bon, là, je remets pas ça en cause. Ok. Ouais. Et on parlait de possibilités, de méthodes, c'est même pas argumentatif finalement, c'est presque rhétorique, pour persuader, du coup, plutôt que convaincre les gens. À ce propos, tu as déjà parlé de peut-être la pertinence de parler aux gens à l'intérieur de leur idéologie politique. Donc tu as évoqué le cas des conspirationnistes auxquels il est difficile de faire entendre quoi que ce soit finalement. Et Steven Pinker, j'en parlais un petit peu, très brièvement en introduction, pense que une bonne manière de persuader les gens, de les mobiliser en quelque sorte, c'est de leur parler non seulement de ces problèmes-là, mais aussi de leur expliquer que il y a des solutions possibles, ou en tout cas on n'est pas complètement impuissant, quoi.
tu penses que c'est aussi une bonne manière C'est une bonne question. J'avoue que sur tout ça, moi, je suis novice. Hein. Je cherche encore la façon de parler de ces choses-là. Si j'ai fait ma chaîne, c'est parce que je considère que les faits peuvent quand même en convaincre une partie. Après, il manque quelques vidéos, je pense. Il y a des points que j'ai pas abordés, mais voilà, je pense. Enfin, il y a quand même des gens qui sont entre deux et qu'on peut convaincre avec des éléments scientifiques, en leur montrant ce qu'on sait, en leur montrant comment ça fonctionne, en montrant des preuves finalement. Ils sont convaincables. Tout le monde n'est pas irrationnel sur cette question. Après, ouais, je pense que je parle assez peu des solutions. Sur ma chaîne, je parle plutôt, j'essaye de convaincre avec les éléments scientifiques. J'adresse assez peu l'idéologie, pour l'instant au moins. Je pense que c'est peut-être à d'autres de le faire aussi. Ouais. Je pense que par solution, il entend plutôt, Pinger, les technologies que vraiment les organisations collectives. Enfin, c'est lié, hein, mais... Ouais, mais à ce moment-là, il faut qu'une technologie existe pour solutionner le problème. Si c'était le cas, ça serait beaucoup plus facile. Ouais. Et puis, ouais. Non, c'est une bonne question, mais je pense que pour réfléchir à ça, c'est assez intéressant de voir ce qui s'est passé pour d'autres problèmes environnementaux, en fait, parce qu'il y a des précédents, on parle souvent, qui sont à la fois des bons et des mauvais points de comparaison. Je pense que l'exemple qu'on ressort tout le temps, c'est la problématique du trou dans la couche d'ozone. Parce qu'il y a quand même des mécanismes un peu similaires à l'œuvre. C'est des choses dont le commun des mortels n'aurait pas pu se rendre compte, hein, comme le changement climatique, quand on sort de chez soi, c'est quand même difficile à voir. Et les scientifiques s'en sont rendus compte et ils ont informé l'opinion publique qui a fait pression sur le politique pour amener des modifications. Alors là, en l'occurrence, c'est des modifications technologiques. Et c'était beaucoup plus facile et ça concernait une part de l'économie beaucoup plus faible que le changement climatique, etc. Hein. Le changement climatique, c'est quand même un problème, un niveau au-dessus en termes de complexité. Mais il y avait quand même cette logique à l'œuvre et ça a été pareil pour l'interdiction des DDT, par exemple, qui a été un des premiers gros problèmes environnementaux. C'est un pesticide qu'on utilise encore pour lutter contre le paludisme et qu'on utilise en très grande quantité et qui provoquait une chute de population des oiseaux, quoi. Et pareil pour les pluies acides, ça a été aussi des scientifiques qui ont tiré la sonnette d'alarme et ensuite il y a une pression politique pour mettre en place des solutions, désulfuriser le carburant en l'occurrence. Donc là la logique ce serait un peu pareil, c'est informer la société pour qu'elle agisse et cette action peut passer par une pression collective, par des gestes individuels, par beaucoup de choses différentes et qui sont à mon avis complémentaires. Mais après les solutions en fait, enrayer le changement climatique, il n'y en a pas 35, c'est émettre moins de CO2, quoi. Mais c'est ce qu'on a fait pour les autres problèmes, hein. On n'a pas trouvé une technologie pour détruire le DDT dans la nature, on a arrêté d'en émettre. On n'a pas trouvé une technologie pour détruire les CFC en sortie d'usine, on a arrêté d'en produire. On n'a pas trouvé une technologie pour absorber le sulfure qu'on a envoyé dans l'atmosphère, on a arrêté d'en émettre. Donc là, on met trop de CO2 dans l'atmosphère et alors c'est pas le seul truc qui joue sur le climat, c'est la chose dont on parle toujours parce que c'est ce qui reste là le plus longtemps et c'est un des facteurs les plus importants. Donc si on en émet trop en brûlant des ressources fossiles, il faut en brûler moins pour en émettre moins. Et voilà, donc les technologies, ça serait à la limite, les technologies ou les organisations, etc., ça serait à la limite, à mon avis, beaucoup plus des technologies qui permettent de moins émettre de carbone que des technologies qui permettent d'en absorber, qui sont à mon avis un peu des serpents de mer dont on parle beaucoup mais dont on voit très peu les effets. Ok. On peut parler de ça un peu plus. Justement, les technologies qui permettent d'extraire de l'énergie ou de transformer de l'énergie avec peu d'émissions de dioxyde de carbone. Il y en a certaines dont tu parles un peu sur ta chaîne. Notamment, il y a l'énergie hydraulique, l'énergie nucléaire. Je sais pas trop. Tu penses que c'est vraiment prometteur, réaliste, c'est-à-dire que le nucléaire, on sait que ça émet peu de dioxyde de carbone, mais il faudrait
un développement à grande échelle? Oui, il faudrait un développement à grande échelle de technologies bas carbone, donc nucléaire, hydroélectrique, géothermie, photovoltaïque, éolien. Mais en plus là, tu parles seulement de l'électricité et l'énergie, c'est encore plus vaste. Et en France, par exemple, on a une énergie qui est peu carbonée grâce au nucléaire, mais on émet encore beaucoup de CO2 avec la production de chaleur et avec les transports. C'est vrai que c'est extrêmement dur de penser à un monde où l'électricité est produite avec des technologies bas carbone, mais c'est encore plus dur de penser à un monde où on se chauffe avec des technologies bas carbone, et encore c'est pensable parce qu'on pourrait faire des bâtiments efficaces, etc. Mais alors où on se déplace avec des technologies bas carbone, là c'est encore un autre défi, parce que aujourd'hui, faut se rendre compte que ces ressources fossiles qui posent des problèmes à cause du changement climatique ont été une extraordinaire aubaine pour l'humanité, et qu'on ne serait pas aujourd'hui à discuter comme ça sur Internet si on n'avait pas eu ces ressources fossiles. Et encore aujourd'hui, c'est l'essentiel, je sais plus exactement, 80% je crois de la consommation d'énergie dans le monde, ça reste des ressources fossiles. Aujourd'hui, en 2019, l'énergie la plus consommée dans le monde, c'est encore le charbon. Il faut arrêter de croire que c'est un truc d'il y a 150 ans. Et donc ça, c'est un défi incroyablement complexe à résoudre, c'est une certitude, mais je suis pas sûr qu'on ait tellement de choix en fait, parce que si on le fait pas, les conséquences du changement climatique seront assez graves, et de toute façon il faudra le faire, parce que ces ressources fossiles sur lesquelles nos sociétés reposent aujourd'hui sont en quantité limitée, et les limites de ces quantités, on n'en est pas si loin. Alors ça ne fermera pas du jour au lendemain, on passera par ce qu'on appelle des pics, donc des maximums de production. Mais aujourd'hui, le pic pétrolier, par exemple, je pense que c'est quelque chose qu'on verra de notre vivant, et même relativement proche. Donc ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de pétrole après, ça veut dire qu'il y en a un peu moins chaque année, et on descend comme on est monté. Et rien que ça en soi, en fait, qu'on choisisse ou pas d'arrêter les ressources fossiles, il faudra en sortir de toute façon, parce que c'est un stock fini. Alors si on choisit, on en sort en maîtrisant un peu les choses, en choisissant ce qu'on garde ou pas, en choisissant ce qu'on met en place comme stratégie d'adaptation, et en évitant une partie des impacts du changement climatique. Si on choisit pas, on va jusqu'au bout du réservoir, et puis après on n'a plus ce réservoir pour tourner, et en plus on a les impacts du changement climatique. Donc non, je pense que, alors je sais pas si c'est ce qu'on fera, mais je pense que réduire notre consommation de ressources fossiles, c'est la priorité absolue pour lutter contre le changement climatique. Ce qui veut dire d'autres façons de s'organiser, même d'autres façons de penser, je sais pas, la mobilité, et donc les villes. La taille des villes, en gros, c'est lié à la distance qu'on peut parcourir en 1 heure. Et elles ont grandi quand il y a les voitures à la place des gens, quoi. Quand les gens ont commencé à prendre des voitures au lieu de marcher à pied, les villes sont devenues gigantesques. Si demain on a moins d'énergie pour se déplacer facilement, ça veut dire qu'on repense le territoire différemment, on repense les villes, on repense beaucoup de choses pour s'adapter à un monde où il y a moins d'énergie disponible. Moi je pense qu'on verra un monde où il y a moins d'énergie disponible s'installer tranquillement. J'achète très peu les discours d'un remplacement total de l'énergie qu'on consomme aujourd'hui. Ça me paraît très 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 difficile. En fait, il y a ce schéma, j'ai jamais pris le temps de le faire correctement, mais qui est assez rigolo, c'est que on regarde la consommation d'énergie jusqu'aujourd'hui avec les différentes sources par l'humanité, et en fait on voit avant notre consommation était renouvelable, ou quasiment. Il y avait un peu de gens qui tapaient, je sais pas, dans de la houille en surface, mais c'était surtout du bois, du vent pour les moulins, de l'eau pour les moulins, etc. Donc le monde 100% renouvelable, il a existé. Mais c'était une consommation. Alors, il y avait surtout la biomasse, ça faut pas l'oublier, et puis l'attraction animale. Mais c'était une consommation d'énergie qui était relativement faible. Et ensuite, il y a ces ressources fossiles qui explosent tout, là, qui grament très 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 vite. Et aujourd'hui, si on pense à un remplacement, en fait, on voudrait que le fossile redescende comme ça, et que le renouvelable ou le nucléaire, remplace tout. Mais ça paraît très très dur à réaliser. Donc, ce qui peut arriver dans les faits, c'est que, on ait moins d'énergie à notre disposition. Même si on en aura sûrement plus qu'au Moyen-Âge, parce qu'on a développé plein de techniques aujourd'hui. Une éolienne, c'est quand même plus efficace qu'un moulin. Mais de là à compenser toutes les ressources fossiles, ça paraît assez difficile à imaginer. Donc non, ces technologies, je dis pas qu'elles servent à rien, ces technologies de photovoltaïque, éolienne, nucléaire, etc. Évidemment qu'on en a besoin, parce que j'ai du mal à imaginer qu'on renonce à l'électricité, à Internet, etc., même dans un monde où on a moins d'énergie. Donc ça fait partie de la solution, mais c'est pas parce que ça fait partie de la solution qu'on arrivera à remplacer à 1 pour 1 les sources existantes.
Donc il y aura aussi du gain sur l'efficacité et sûrement sur un certain nombre de changements et sur l'abandon de certains usages aujourd'hui, quoi. Et dans la mesure où il y aura un remplacement partiel, dans ce que tu prédis, si je peux dire ça, tu penses que qu'est-ce qui est... c'est peut-être une question trop imprudente toi pour répondre, mais qu'est-ce que tu penses qui est la meilleure piste entre ces différentes technologies qu'on a en tête, solaire, éolien, hydroélectrique. Bon, déjà, c'est pas tellement des prédictions, c'est plutôt des paris sur l'avenir en fonction de ce que je sais, quoi, donc des choses que je juge probables ou pas. Écoute, ça dépend, hein, les technologies qui sont bonnes ou pas, ça va dépendre des technologies en elles-mêmes, mais ça dépend aussi du contexte, hein, dans lequel. Donc je sais pas, si je prends un pays comme la Norvège qui a des très grosses ressources hydrauliques, ils peuvent avoir une électricité qui est pratiquement 100% décarbonée avec juste de l'hydroélectricité, qui a l'avantage d'émettre peu de CO2 et qui a l'immense avantage d'être pilotable aussi, ce qui est le gros défaut des énergies renouvelables. Donc les énergies renouvelables, il faudra toujours un complément avec, parce que du stockage, on sait faire des barrages réversibles qu'on appelle des STEP. J'en ai parlé dans ma vidéo sur le stockage, mais aujourd'hui le stockage, on ne sait pas trop faire en très grande quantité. Donc les pays qui ont beaucoup de renouvelables, soit elles ont de l'hydroélectricité, soit elles ont des voisins sympas, soit elles ont du nucléaire, soit elles ont des ressources fossiles. Donc c'est ce qu'on voit, hein, les mix qui existent, voilà, il faut une base de nucléaire, de fossile ou d'hydroélectricité. Moi, personnellement, je préfère avoir du nucléaire comme en France qu'avoir du fossile. Après, si des technologies de stockage miraculeuses apparaissent spontanément du néant, j'ai rien contre l'abandon du nucléaire. C'est des choix, voilà, dont l'optimum dépend de ce qui est disponible. Après, ce qui est plus intéressant, surtout chez nous, c'est de se poser la question de la production de chaleur, parce que c'est encore beaucoup les ressources fossiles, et là aussi c'est un enjeu. Alors d'ailleurs, j'ai appris en faisant la prochaine vidéo, là, parce que je travaille sur le fonctionnement du nucléaire, que on peut faire de la cogénération avec du nucléaire. En fait, il y a à peu près 70 réacteurs sur les 450, je crois, en gros, dans le monde, qui fonctionnent en cogénération, donc ça veut dire que tu récupères aussi la chaleur. Donc ça peut être une source de production de chaleur. Ils font beaucoup ça dans les pays de l'Est. La nouvelle centrale flottante des Russes, là, elle va faire de la cogénération. Donc elle fournira chaleur et électricité à la ville côtière où ils vont l'installer. Après, je pense en fait qu'il y a eu un gros focus sur l'électricité qui a été mal placé, qu'on aurait mieux dû penser la chaleur. Il y a des choses sur lesquelles on est assez en retard. En France, par exemple, déployer des réseaux de chaleur urbains. Donc en fait, c'est des façons d'échanger la chaleur, et après tu peux brancher n'importe quel moyen de production dessus. Donc ça peut être du solaire thermique, ça peut être du bois, ça peut être des moyens complémentaires. Et en plus, la chaleur, et c'est assez contre-intuitif, se stocke mieux que l'électricité. Ouais, il y avait des cas, sur ma vidéo sur le solaire thermique, je crois, je montrais un village au Canada, donc pas l'endroit où il fait le plus chaud au monde, quoi. Et en fait, en été, ils avaient un surplus de solaire thermique, donc juste récupérer les calories du soleil, quoi. On passe pas par l'électricité, sinon les pertes seraient énormes. Et ils le mettaient dans le sol. En fait, tu fais passer des tubes en U dans un socle, il doit avoir, je sais pas, du granit, je crois. Et donc ta roche, tu la réchauffes. Alors les premières années, il faut un peu la monter en température, donc c'est pas... Puis une fois qu'elle est bien chaude, en fait, les pertes sont relativement faibles parce que c'est une grosse masse de roche. Et en hiver, tu fais passer dans l'autre sens et tu récupères les joules d'énergie thermique que tu as stocké dans ta roche. Et donc ça, c'est des choses assez basiques, et au final, c'est beaucoup plus simple de stocker de la chaleur, surtout pour l'intersaisonnier, que de stocker de l'électricité. Et après, alors je peux imaginer un peu, voilà, je peux imaginer aussi des scénarios où on a des bâtiments qui sont plus efficaces, où on rénove le bâti, peut-être où on accepte d'avoir des moins grandes surfaces, voire on retourne sur des choses avec, je sais pas, des communs comme il existait avant, pourquoi pas. Donc en fait de diminuer la consommation du bâtiment, c'est envisageable. Une électricité relativement propre, c'est envisageable. Par contre, les transports comme on les a aujourd'hui, c'est quelque chose que j'ai beaucoup de mal à penser. Je pense que globalement, on aura, enfin,
Ouais, j'aurais du mal à croire qu'on substitue à 1 pour 1 le transport qu'on a aujourd'hui, à la fois en marchandises et en individuel. En marchandises, on pourrait déployer du fret, etc. Mais aujourd'hui, quand on voit les quantités qui sont transportées par différents moyens, ça va demander du boulot. Et en individuel, je pense que la consommation qu'on a aujourd'hui peut paraître absurde dans quelques décennies. En fait, c'est une quantité énorme ce qu'on brûle comme pétrole. Je pense que peu de gens ont conscience de l'énergie que ça représente. En plus, pour déplacer un SUV, ça doit être autour de la tonne, facilement. Pour déplacer un Gugus de 80 kg dans un truc d'1 tonne, comme ça, il a de la place, il est air conditionné, et puis il se sent supérieur aux autres parce qu'il est plus haut dans sa voiture. Ça, c'est un bel accomplissement de société, je pense. Non, mais tout ça pour dire, l'électricité, c'est pas facile, c'est un gros chantier, c'est imaginable. Le bâtiment, c'est imaginable. Le transport, je pense, c'est là qu'il y aura des modifications des comportements, et du coup, ça impliquera une modification du métabolisme des villes, possiblement. Mais bon, c'est très hypothétique, hein. L'avenir me donnera peut-être tort. Oui. Ok, merci d'avoir en tout cas, risqué de projeter un peu. Alors, il me semble que tu as dit que tu n'étais pas emballé, mais par ces possibilités de recapturer le dioxyde de carbone émis. Mais ces derniers jours, je pense que c'est bien d'en parler, parce que ces derniers jours, tu sais, il y a eu cette multiplication d'articles sur cette étude. Je n'ai pas regardé dans les détails, mais c'est d'où elle venait. Mais cette étude sur les arbres, l'idée selon laquelle si l'humanité se met à planter énormément d'arbres, il va pouvoir capturer une certaine fraction, je ne sais pas laquelle, du dioxyde de carbone émis, et donc que ça permet. Alors je crois que c'est une étude de Science de mémoire, parce que je l'ai survolé, j'ai lu quelques analyses. Alors bon, avant de critiquer un peu, etc., j'aimerais quand même préciser que effectivement sur les technologies de stockage, c'est sûrement mieux gérer la végétation qui est le plus efficace que tous ces rêves d'usines qui captent du CO2, etc. Et après, mieux gérer la végétation, et en particulier garder les forêts avant d'en planter des nouvelles, hein, parce que si tu déforestes plus d'un côté que tu plantes de l'autre, ça n'a pas tellement de sens. Ça a aussi des impacts hyper positifs, aussi bien économiques que sur le climat local, que sur la biodiversité, etc. C'est pas mal de planter des arbres, loin de là. L'étude en elle-même, en fait, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a regardé avec des technologies... c'est SIG, je sais pas si tu vois, des trucs de traitement géographique. Donc c'est des simulations, elle a regardé qu'est-ce qu'on pourrait faire si on plantait des arbres partout où il n'y en a pas, et où on suppose, avec les données disponibles en gros sur les photos satellites, qu'il pourrait y en avoir. Donc c'est déjà, voilà, est-ce qu'on pourrait réellement avoir des forêts ici? Ensuite, ça serait une industrie absolument colossale. Et en fait, si on fait ça, ce calcul montre qu'on pourrait absorber à peu près 2/3 des émissions de l'humanité jusque-là, de CO2. Ce qui est conséquent. Donc ce qui a déjà été émis. De ce qui a déjà été émis. D'accord. Et ça continuerait à absorber ce qui continue d'être émis en fait, si tu les plantes, ça va absorber très 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 lentement. Hein. Une forêt pour arriver à maturité, t'es au-delà du siècle quand même. Donc ça sera un flux faible. Et une fois que tout ce stock est fait, c'est 2/3 de ce qui a été émis jusque-là. En fait, ce qu'on sort du sol, c'est conséquent par rapport à ce qu'il y a dans les forêts. Mais il y a quelques petits soucis au-delà de la faisabilité technique, de est-ce qu'on peut vraiment faire pousser les forêts. C'est que en fait, le carbone est un équilibre dynamique. Donc on l'a dit tout à l'heure, la moitié de ce qu'on émet à peu près va aller dans les océans et la végétation. Vu que c'est en équilibre dynamique, ça fait quoi? Ça fait que si je claque des doigts là et que je retire, tout le carbone en trop dans l'atmosphère, tu vois, que je reviens à la concentration pré-industrielle, il y a une partie de ce qui est dans les végétaux et de ce qui est dans les océans qui va retourner dans l'atmosphère. Tu vois, c'est un équilibre dynamique. Et du coup, si tu prends ça en compte, en fait, c'est 2/3 de ce qu'il y a en surplus dans l'atmosphère, mais avec les équilibres dynamiques, ça serait que 1/3 de ce qu'on a émis jusque-là. Donc tu vois, on est à 1/3 de ce qu'on a émis jusque-là, donc c'est déjà pas incroyable, sachant qu'on prévoit d'émettre. Sachant que là, on parle d'arrêter d'émettre du CO2, mais chaque année, on en émet davantage que l'année précédente. Donc on n'est même pas au point où on a commencé à diminuer.
Donc ce qu'on a émis jusque-là, vu on continue d'augmenter chaque année, on irait quand même assez vite à le compenser. Donc c'est une compensation qui est énorme en termes de quantité, mais qui paraît faible en proportion. Et puis il y a un autre problème un peu plus sournois, un peu plus rigolo aussi peut-être, c'est que en fait ce qui fixe la température d'une planète, en gros, c'est 3 facteurs pour aller très vite. C'est la puissance qu'on reçoit, dans l'occurrence que le Soleil nous envoie, donc la distance à laquelle vont être du Soleil et sa puissance, pour aller vite. C'est la composition de l'atmosphère, donc comment ce rayonnement il va se comporter quand il arrive sur la planète, et puis l'effet de serre, donc comment le rayonnement infrarouge émis par la Terre va être ou pas renvoyé vers le sol par l'atmosphère, donc l'isolation. Et puis le troisième truc, c'est la part qui est réfléchie, et ça c'est hyper important. Sur Terre, c'est à peu près un tiers, je crois, qui réfléchit, c'est ce qu'on appelle l'albédo. Donc il y a un tiers du rayonnement solaire qui retourne directement vers l'espace sans réchauffer la planète. Les 3/4 de ça, c'est les nuages, et puis le reste, c'est c'est le sol. Et qu'est-ce qui se passe quand on s'amuse à planter une forêt, par exemple, dans une région boréale? Eh ben, tu vas remplacer la moitié de l'année un couvert qui est tout blanc de neige par un couvert qui est tout vert de pin. Et en fait, le pin absorbe beaucoup plus de rayonnement que le couvert neigeux. Ce qui fait que le bilan net, donc si tu regardes ce que tu retires d'effet de serre en enlevant du CO2, et par contre ce que tu rajoutes de puissance parce que tu as moins de réflexion, le bilan net, c'est que brûler une forêt au niveau boréal, eh ben, ça refroidit la planète. Donc planter une forêt au niveau boréal, ça la réchauffe. Et ça, c'est quelque chose qu'ils n'ont pas du tout pris en compte dans l'étude, et c'est un peu dommageable parce que c'est les 2 gros paramètres. Et du coup, c'est critiqué sur ces 2 aspects. Donc, c'est une étude intéressante. Effectivement, capter du CO2 par les arbres, c'est pas bête. Après, les proportions sont quand même limitées. Ça peut en aucun cas servir de prétexte à continuer l'exploitation de fossiles. Et puis, quand on prend en compte l'albédo, l'effet est encore plus limité. En fait, le gros problème, et je vais dire un petit mot de ça aussi, c'est il y a souvent cette idée de je vais compenser mon vol en plantant un arbre, mon vol en avion, donc je vais compenser mes émissions en général en plantant un arbre. Le gros problème, c'est que quand on brûle des ressources fossiles, on brûle du carbone qui a été stocké pendant des centaines de millions d'années et qui aurait pu rester stocké pendant encore très 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 longtemps. Quand je plante un arbre, il va grandir un siècle, après il va mourir et relâcher son CO2. Une forêt à l'équilibre, si la concentration atmosphérique ne change pas, ta forêt tu la laisses pendant des milliers d'années, elle s'équilibre, etc. Et au bout d'un moment, ce qu'elle absorbe avec le bois qui pousse est compensé par ce qui est émis avec le bois qui pourrit, ou les bêtes qui ont mangé le bois, qui se mangent, etc. Et du coup, c'est pas du tout équivalent un stockage sur un siècle avec un stockage sur des millions d'années. C'est pas équivalent de planter un arbre pour brûler du fossile. C'est vraiment des échelles géologiques très différentes. Ou alors ce qu'il faudrait faire, c'est cet arbre, une fois qu'il a poussé, on l'enterre et il faut qu'il soit stable pendant des millions d'années dans le sol. Alors il y a des gens qui essayent de contourner un peu ça et disent oui, mais cet arbre, on va l'utiliser dans le bâti. On peut faire des bâtiments en bois et à ce moment-là, on peut passer de un siècle à peut-être plus. Mais ça reste limité dans le temps. Donc c'est un peu le problème de ces compensations. Après, il y a pas mal d'idées folles pour essayer de retirer du CO2 de l'atmosphère, mais il y a il y a les modifications volontaires du climat et puis il y a des idées pour retirer du CO2 de l'atmosphère, mais pour l'instant, ça paraît très en deçà des quantités astronomiques qu'on émet de carbone. Ok. On pourrait essayer de parler d'autres systèmes, d'autres problèmes, mais beaucoup plus brièvement, évidemment, d'autres problèmes environnementaux, en particulier en ce qui concerne les écosystèmes, la biodiversité. Avant de se lancer là-dedans, s'il te reste un tout petit peu de temps, est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose sur ce sujet du climat ? Pas spécialement. Après, s'il y a des questions, s'il te reste des questions, je peux essayer d'y répondre. Mais... Non, sur ce sujet-là, j'ai fait le tour. On peut parler beaucoup plus brièvement, comme je disais, de la biodiversité. C'est aussi un sujet dont tu parles de manière récurrente et que tu présentes comme également assez préoccupant. Tu peux expliquer pourquoi brièvement ? Oui, c'est vrai. Et j'aurais dû en parler tout à l'heure quand on parlait du climat, de dire parce que c'est l'autre gros problème. Ouais. Alors, pourquoi parce que cette biodiversité, même j'irais un peu plus loin, je dirais les écosystèmes en général, donc
à la fois le vivant, mais aussi les interactions avec l'environnement, la géologie, les sols, etc. Les écosystèmes en général rendent énormément de services à nos sociétés. Hein. C'est ce qui globalement, c'est des sols en qualité, c'est des sols de qualité qui nous permettent de manger, c'est la pollinisation qui nous apporte des fruits et des légumes, c'est un certain nombre d'écosystèmes, des forêts, des marais qui limitent les inondations, qui limitent les impacts des canicules, qui purifient l'eau, etc. Il y a quelques personnes d'ailleurs qui ont essayé de quantifier ce que coûterait à l'économie le remplacement de tous ces systèmes, de tous ces services que nous rendent les écosystèmes. Et en fait, ils trouvent que ça coûterait plus que ce qu'il y a dans l'économie. Donc, en fait, sans les écosystèmes, il n'y a pas d'économie humaine. C'est l'environnement qui nous fournit toute la matière première et qui nous fournit un certain nombre de services. Et donc, c'est hyper important d'en prendre soin. Après, c'est quelque chose de difficile parce que c'est quelque chose de plus difficile à expliquer, de plus difficile à comprendre, de plus difficile à étudier. Parce que le climat, on va regarder le CO2, on va regarder un peu d'autres gaz à effet de serre, on va regarder l'albédo, mais quand on parle des espèces, on parle de milliers ou même de millions si on prend tous les végétaux, tous les champignons, etc., d'espèces qui interagissent entre elles. Alors j'en parle moins bien parce que c'est un sujet que je connais un peu moins bien aussi. Mais voilà, c'est un sujet incroyablement complexe. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a certaines causes communes. L'exploitation des ressources fossiles va avoir des impacts. Le changement climatique a des impacts sur la biodiversité. Mais globalement, les plus grosses pressions sont quand même assez différentes. La plus grosse pression sur la biodiversité, avant toutes les autres, c'est ce qu'on appelle l'usage des sols. Donc voilà, le fait que on rase des forêts pour mettre des champs, qu'on assèche des marais, qu'on se construise des supermarchés sur des zones où il peut y avoir de la vie, etc. Après, il y a la surexploitation, beaucoup, notamment pour les milieux marins qui souffrent pas mal de la surpêche. Et puis il y a des pollutions qui sont un peu différentes, l'eutrophisation notamment, donc l'excès de l'azote et le phosphore qui sont des nutriments indispensables, mais quand il y en a un peu trop, on met en place des mécanismes qui endommagent pas mal les écosystèmes. Donc c'est pas les mêmes pressions, ça se pense un peu différemment, et même en termes de gestes individuels, il y a des gens qui me demandent parfois ce qu'ils peuvent faire pour ces deux gros problèmes, et globalement, si on veut agir sur le climat, pour aller vite, il faut consommer moins de ressources fossiles, donc on l'applique comme on veut dans notre vie de tous les jours. Et puis pour faire moins d'impact sur la biodiversité, il faut consommer moins de sol. Donc globalement, manger moins de viande, c'est un impact assez important par exemple. Ou manger moins de poissons, parce que la surpêche c'est conséquent, et aujourd'hui beaucoup de zones sont... beaucoup de pêcheries, on appelle ça, ont des stocks qui sont en dessous du renouvellement optimum, parce qu'on surpêche. Et donc oui, c'est l'autre gros problème. Et je sais pas, un long laïus. Je sais pas si ça te pose des questions. Ma vidéo, je pense, a pas trop mal vieilli sur la biodiversité. C'est une bonne intro. Après, j'en ai fait une, alors que sur le climat, j'en ai fait 20, quoi. J'ai pas encore regardé ça, c'est sur la biodiversité. J'avais fait avec de le faire. Ouais. En fait, dans ma thèse, moi, je travaillais dans l'analytique de vie. Et puis, j'essayais d'intégrer l'impact du bruit, du trafic routier sur la santé humaine. Et j'avais quelqu'un dans mon service qui travaillait sur essayer d'intégrer les services écosystémiques. Donc, je l'avais fait avec lui. Et j'étais assez content de cette vidéo. Je pense que c'est une bonne introduction à ce qu'est la biodiversité. Parce que même comprendre le terme, en fait, c'est pas évident. Les gens, spontanément, je pense, l'idée répandue, c'est que c'est le nombre d'espèces. Je pense que c'est cette idée-là. Alors qu'en fait, la diversité va au-delà de ça, c'est aussi le nombre d'écosystèmes. Donc il y a une notion du nombre d'interactions entre ces espèces. Donc c'est pas juste les espèces, c'est aussi la façon dont elles interagissent. Et il y a aussi la diversité au sein des espèces. Tous les humains se ressemblent pas parce que on a différents gènes, quoi. Et cette diversité intra-espèce est hyper importante pour la survie d'une espèce et participe donc à la biodiversité. Dernière question qui sort un peu de tout ça, mais enfin qui s'y rattache quand même, c'est à propos de la tribune No Fake Science qui a été publiée, ça fait une semaine à peu près maintenant, un peu moins. Tu étais signataire, toi? Ouais, j'étais signataire, et tu peux me trouver en faisant un contrôle F. Ouais, j'étais signataire, je suis assez proche de
de ces milieux zététiques et je suis aussi fatigué par certains écarts des médias où certains... C'est même pas toujours les médias, c'est juste des gens, c'est juste des idées qui se répandent. Après, sur les exemples qui étaient pris, moi je connais surtout bien l'énergie et le climat, j'étais bien d'accord avec ce qui a été écrit, notamment sur le nucléaire qui est parfois pas très bien traité par la presse. Et après, je pense le nucléaire, il l'avait mis aussi en réaction à... Il y avait ce sondage qui ressort régulièrement là et des Français qui pensent que le nucléaire émet beaucoup de CO2. D'ailleurs, je crois qu'il y a une part dans les JAP qui pense que le nucléaire émet plus de CO2 que les ressources fossiles, ce qui me paraît inconcevable. Et en France, même quand on prend en compte le démantèlement miner l'uranium, etc., on est à 6 grammes de CO2 par kilowattheure. Le GIEC dit 12, donc ça veut dire à peu près autant que l'éolien et 3 fois moins que le solaire, donc ça reste extrêmement bas, on peut difficilement faire mieux. Et donc cette idée reçue est quand même... Mais par contre, c'est marrant qu'il ait mis en réaction au sondage, parce qu'en fait le sondage c'est pas les médias, c'est l'opinion, quoi. Non. Mais en gros, mais après pour moi c'est même au-delà de ça, c'est que en fait j'ai commencé à faire ma chaîne YouTube et j'ai arrêté d'être chercheur parce que je considère qu'on parle mal de ces problèmes environnementaux. Après, j'y vois pas nécessairement une volonté malsaine quelque part. L'environnement, c'est un sujet complexe et technique et finalement, c'est presque plus des gens qui ont étudié l'environnement qui doivent en parler et devenir journalistes, entre guillemets, que des journalistes qui doivent se pencher dessus parce que c'est pas facile comme sujet. Il faut essayer de faire un pont entre les deux. J'essaye de le faire un peu sur ma chaîne. Donc cette tribune, je suis plutôt d'accord avec elle. Alors j'ai vu qu'il y avait eu des critiques. Il y en a certaines qui sont intéressantes à lire. Je dis pas qu'elle est parfaite, mais le message global, je pense, est là et je pense que tout le monde peut le comprendre. Je sais pas si tu l'as signé, toi. Je l'ai signé il y a un peu en retard, mais oui. Il y a 2 jours, je sais plus. Enfin, j'apparais maintenant dans la liste. Ouais, non, mais c'est bien. J'avais été contacté quand ils l'écrivaient. Ils ont eu du mal à trouver des journaux qui veulent bien le publier. Ah oui. Peut-être que s'ils avaient choisi d'autres consensus pour illustrer, ça aurait été un peu plus facile. Oui, sans doute. Ouais. Voilà, écoute, j'ai fait le tour de mes questions. Ça marche. Tu as quelque chose à rajouter? Merci beaucoup pour l'invitation et voilà. J'espère que tous ceux qui écouteront ça auront plaisir à l'entendre. Et après, c'est des sujets compliqués. Il y a des choses sur lesquelles j'ai un peu donné mon opinion, une opinion que j'espère un poil éclairée, mais ça reste des opinions sur ce qui peut se passer. Donc, c'est que des notions de ce qui est possible, de ce qui est probable. C'est très dur de faire des prédictions fiables. Ouais. Ok, merci beaucoup. De rien. D'avoir accepté l'invitation, répondu aux questions. Peut-être un peu mouillé dans les... D'avoir osé répondre. Comme tu dis. C'est ça. Voilà. Écoute, merci encore, Rodolphe. De rien. Bonne soirée. Et puis à la prochaine. Bonne soirée. Salut. Merci d'avoir écouté Liberté Académique. Nous sommes un podcast science, esprit critique et liberté. Nous interviewons des chercheurs, enseignants et auteurs ayant des idées intéressantes et qui défendent la pensée libre, rationnelle et empirique. Nous luttons à notre niveau contre un certain anti-intellectualisme d'une partie de la classe intellectuelle. Nos interviews se font en français ou en anglais. Vous pouvez retrouver tous les épisodes de Liberté Académique sur YouTube et sur SoundCloud, ainsi que sur les principales plateformes de podcasting comme iTunes, Stitcher et plusieurs autres encore. Liberté Académique est également présent sur Twitter @acadfreedom et sur Facebook.